Bonjour, bienvenue à cette formation sur comment préparer et mener une entrevue d'embauche efficace. Euh, je vais vous présenter notre présentatrice pour aujourd'hui. Il s'agit de Caroline Brazo. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Caroline, quelques mots sur qui elle est. Elle est conseillère en emploi bilingue à Connexion Carrière depuis 2012. Elle possède un baccalauréat en éducation, un certificat en français écrit et un certificat en création littéraire. Elle a travaillé plus de 10 ans en éducation afin de développer son expertise en matière de recherche d'emploi. Ses champs de compétences incluent l'écriture de résumés, l'animation d'ateliers, la création de formations, la rédaction et ou la traduction de documents et enfin la préparation aux entrevues. Donc, avant de passer la parole à Caroline, je vais juste vous laisser savoir que si vous avez de la difficulté à m'entendre, vous pouvez le manifester via l'option Q&A qui est question-réponse qui est au bas de votre écran. Puis cette option-là va vous servir aussi si jamais vous avez des questions à la fin de la formation. Donc, Caroline, je te passe la parole. Merci, Mirka. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui à ce webinaire qui traitera du sujet de la préparation d'une entrevue d'embauche. Donc, je commence tout de suite. Oups! Donc, voici le contenu de la formation d'aujourd'hui. Ce sera divisé en 3 parties. Donc, la première partie, pour bien se préparer. Donc, avant l'entrevue, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit voir, comment on peut planifier une bonne entrevue. Ensuite, dans la partie 2, ce sera tout ce qui traite au déroulement de l'entrevue elle-même. Et finalement, la partie 3, après l'entrevue, donc le suivi, l'évaluation des candidats. Donc, on va essayer de toucher à tous les sujets qui vont vous intéresser. Donc, déjà, la première chose à faire avant de planifier les questions, se demander ce qu'on va poser comme question en entrevue, il faut s'interroger sur le poste dans son contexte. Donc, quelle est la taille de l'équipe? D'abord, si c'est une petite équipe, est-ce que ça va demander aux candidats d'avoir un peu plus d'esprit d'initiative et d'occuper plus de responsabilités? Si c'est le cas, il faudra éventuellement préparer des questions qui vont traiter de ça. Si de l'autre côté, c'est une grande équipe, est-ce que c'est très important d'avoir le bon fit dans l'équipe, d'avoir les personnalités qui s'adonnent bien ensemble? Il faut aussi se demander quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe en place. Donc, on va essayer aussi d'aller chercher des forces différentes qui vont amener des atouts différents. Donc, aussi de vous poser des questions sur le contexte. Par exemple, est-ce que votre organisation, c'est un milieu syndiqué? Par exemple, si c'est un milieu qui est strict, ça va peut-être demander une entrevue qui sera aussi plus stricte, plus structurée pour avoir moins de risques aussi pendant l'entrevue. Et ensuite, faire des entrevues improvisées. Ça arrive souvent que les gens arrivent non préparés, c'est-à-dire non structurés, pour avoir ce côté d'une discussion un peu plus amicale et puis pour voir le potentiel du candidat. Il y a des aspects positifs à l'improvisation dans les entrevues. Par contre, c'est un peu plus difficile d'être juste et équitable envers tous les candidats. Donc, aujourd'hui, on va surtout voir comment préparer une entrevue structurée. Donc, j'espère que ça va vous apporter de bonnes informations. Donc, tout d'abord, ce qu'on suggère, c'est de préparer une grille d'évaluation à utiliser avec tous les candidats. Donc, premièrement, réfléchir à une trame qui sera pareille pour toutes les entrevues. Il faut parfois prévoir plusieurs personnes pour l'entrevue. Donc, si vous avez la chance de joindre à votre comité de sélection un employé senior, un membre du CA peut-être, un spécialiste du domaine du recrutement. Donc, ça peut être possible aussi. Ça va vous permettre d'avoir plus de points de vue et voilà. Choisir les questions par rapport au poste disponible. Par exemple, la question « Avez-vous déjà eu un conflit avec un collègue ?» Ce ne sera pas nécessairement intéressant de poser cette question si il s'agit d'un travail qu'on va faire tout seul à la maison, par exemple.
Donc, il faut bien prévoir les questions par rapport aux demandes du poste. Et ensuite, ce qu'on suggère dans votre grille d'évaluation, c'est d'aussi réfléchir à une échelle de cotation pour les réponses. Donc, par exemple, on pourrait donner 1 pour une réponse insatisfaisante et 5 pour une réponse qui est très satisfaisante. Et à la fin de la rencontre avec le candidat, ben, il suffira d'additionner ces résultats-là et puis ça vous donnera une bonne idée ensuite de comment se situent les candidats les uns par rapport aux autres. Donc, en bas de cette slide, j'ai mis un lien sur emploiquebec.gouv.qc.ca qui est, à mon avis, une bonne base de grille qui pourrait vous aider dans la conception de la vôtre. Donc, voilà. Maintenant, les types de questions. Il y en a plusieurs sortes. Les classiques, les comportementales, les tordus. Donc, on va voir ça aussi. D'abord, les classiques, celles qu'on aime bien poser au début de l'entrevue qui permet de briser la glace. Parlez-moi de vous. Donc, c'est une question qui peut permettre au candidat de se présenter et c'est souvent l'occasion qu'il a de montrer sa capacité à synthétiser. Là, je vous donne un exemple de bonne réponse. Ce serait par exemple une réponse assez concise de 1 à 2 minutes où on réussit à faire des liens entre le passé, le présent et le futur. J'ai un exemple ici pour une personne qui postulerait pour une position d'assistante administrative. Donc, ça pourrait ressembler à ceci. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est l'acquisition de mon premier ordinateur. J'ai rapidement découvert que ma principale force résidait dans la rédaction et la communication. J'ai donc décidé d'emprunter ce parcours et de me spécialiser dans l'administration et le marketing. À l'étape actuelle de ma carrière, je souhaite intégrer un poste d'assistante administrative dans un organisme à but non lucratif puisque j'ai toujours aimé aider mon projet. Donc, là, c'est sûr que je le lis, donc c'est un peu moins naturel, mais idéalement, le candidat qui sera préparé pour répondre à cette question-là aura réfléchi un petit peu à comment amener le lien entre ce qu'il a fait et comment il peut vous aider dans votre organisme. Une mauvaise réponse à cette question-là, ce serait, par exemple, de décrire les derniers emplois occupés, de se lancer dans une longue description de tâches. Donc, ça ne répond pas nécessairement à la question. On n'a pas la chance de voir la personnalité du candidat et c'est un peu long et ennuyant. Donc, voilà pour celle-ci. Toujours dans les classiques, maintenant, c'est difficile de passer à côté des quelle est votre plus grande qualité, quel est votre plus grand défaut. Donc, quelques pistes de réponse ici auxquelles vous pouvez vous attendre. Une personne qui, dans le fond, si vous posez la question « Quelle est votre plus grande qualité? » c'est un petit peu que vous avez envie de voir les qualités que la personne possède et qui sont en lien avec la position. Donc, ça, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et si vous demandez la question des points faibles à un employé, ce qui est important ici, c'est de tenir compte de ce que la personne fait pour s'améliorer. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a envie de voir en posant cette question-là. C'est si la personne est capable de déjà reconnaître si elle possède des points faibles et aussi de démontrer qu'elle a envie de toujours faire mieux. Une mauvaise réponse ici, ce serait de présenter des faux défauts. Par exemple, le fameux « je suis trop perfectionniste ». Donc, il faut essayer d'éviter ça ou des défauts déguisés. Donc, voilà. C'est sûr que ça reste des classiques. C'est pas parce que c'est un classique que vous êtes obligé d'aller poser ces questions-là. Par contre, peut-être que vous auriez envie de demander plutôt de façon plus moderne, eh bien, selon vous, quelle qualité devrait posséder une assistante administrative, par exemple? Donc, ce serait une alternative à cette question-là. Maintenant, toujours dans les classiques, on a souvent comme question en entrevue « Où vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? » Surtout, il faut vous demander pourquoi j'ai envie de poser cette question-là. Vous pourriez avoir envie de la poser si pour vous, la stabilité d'un employé, c'est important. Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui va se joindre à votre équipe pour longtemps
ou c'est un contrat. Donc, si vous avez envie de vous situer dans le temps, c'est une question que vous pourriez trouver intéressante. Maintenant, quelques exemples de réponses satisfaisantes. Une personne qui pourrait répondre tant que ma carrière m'offrira des challenges, des défis, je ne me vois pas en changer. Donc, voilà une des réponses qu'on pourrait apprécier dans ce cas-ci. Toujours dans les classiques maintenant, quelques exemples supplémentaires que vous pourriez poser. Il en existe beaucoup des questions classiques. Ce sera à vous de faire le tri par rapport à la position que vous offrez. Donc, quelles sont vos attentes salariales? Pourquoi devrait-on vous embaucher vous plutôt qu'un autre? Que pensez-vous du travail d'équipe? Comment vous entendez-vous avec vos collègues de travail? Et quand seriez-vous prêt à travailler? Et bien sûr, n'oubliez pas d'allouer du temps à la fin de l'entrevue pour que le candidat puisse, lui ou elle, vous poser des questions. C'est important de réserver ce moment-là. Les questions de mise en situation sont aussi intéressantes. Donc, par exemple, les questions du type que faites-vous si vous avez à régler une situation difficile avec un client qui n'est pas satisfait des services. Donc, vraiment, si vous arrivez à trouver des situations qui sont déjà arrivées dans le cadre du travail que vous proposez et vous avez envie de savoir comment la personne va réagir, veuillez poser ce type de questions. Maintenant, type de questions, toujours dans ce point-là. Donc, les comportementales. Ici, ce sont des questions qui permettent d'étudier les questions comportementales vont vous permettre d'évaluer la façon dont un candidat va réagir éventuellement dans une même situation. Donc, je m'explique. En posant des questions sur des choses qui se sont passées et de comprendre comment la personne a réagi, ça va nous permettre de prévoir comment elle va réagir dans le futur. Donc, par exemple, cette question-ci, parlez-moi d'une situation conflictuelle que vous avez déjà vécue. Donc, cette question-là va permettre d'évaluer le degré de maturité du candidat. Et vous avez ici deux types de réponses. Donc, une mauvaise réponse, ce serait de répondre « je n'entre jamais en conflit avec personne ». Maintenant, si vous êtes employeur, si vous posez cette question et qu'un candidat vous répond « je n'entre jamais en conflit avec personne », vous avez le choix de ne rien dire et de considérer que la réponse est mauvaise, ou encore vous pourriez tenter, et je crois, à mon avis, que ce serait la bonne chose à faire, de lui amener des exemples de conflits qui peuvent se passer au travail. Par exemple, deux employés qui désirent avoir le même horaire de travail. Ou par exemple, un client est insatisfait du service qu'on a rendu alors que nous, on est sûr d'avoir donné un bon rendement. Si pendant une réunion, on donne son avis et qu'un collègue n'est pas d'accord avec notre opinion. Donc, tout ça, ça peut faire partie de ce qu'on appelle des conflits au travail. Donc, j'ai envie de dire que si une personne n'arrivait pas à répondre à cette question-là, on pourrait tout à fait l'aiguiller un peu plus, lui donner des indices. Donc, après, ça reste à vous de voir quel est votre style en entrevue et puis de quelle façon vous avez envie d'aider le candidat. Par contre, c'est sûr et certain que plus vous allez le mettre à l'aise, le candidat, plus lui ou elle va être en mesure de vous montrer son potentiel. Une bonne réponse à cette situation, à cette question-là du conflit serait d'amener une situation où on a vécu un conflit et qu'on a réussi à en venir à une entente en suivant une démarche précise, par exemple. Maintenant, quelques exemples de questions comportementales. Quel a été le moment le plus stressant de votre vie professionnelle? Parlez-nous d'un échec que vous avez vécu, donc, ou d'une erreur que vous avez commise. Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû travailler au sein d'un groupe. Et parlez-moi d'une situation où vous avez dû apprendre quelque chose de nouveau en peu de temps. Donc, si le poste que vous offrez demande, par exemple, l'acquisition de nouveaux logiciels, ce serait une bonne question dans ce cas-là. Maintenant, les types de questions, les tordues. Donc, celles auxquelles on ne s'attend pas nécessairement, qu'on n'a pas toujours préparées en tant que candidat.
Je trouvais ces exemples-là assez sympathiques. Donc, que feriez-vous si vous héritiez de votre oncle d'une pizzeria? Donc, ça, c'est une question qui a été posée chez Volkswagen. Que feriez-vous si vous étiez le seul survivant d'un crash aérien? Et comment pèseriez-vous un éléphant sans utiliser de balance? Maintenant, si on décide de poser ce type de questions, à mon avis, il faut avoir un but en tête, il faut avoir un objectif précis. Est-ce que vous avez envie d'évaluer la personnalité du candidat? Est-ce que vous avez envie de voir sa capacité à raisonner, à faire face à une situation de stress, à voir comment il peut communiquer? Est-ce que la personne a le sens de l'humour? Donc ça, ce sont des choses que vous pourriez évaluer. Par contre, je ne crois pas qu'il faudra utiliser ce type de questions pour déstabiliser ou stresser un candidat. C'est prouvé que plus le candidat est à l'aise, mieux il vous démontre son potentiel encore une fois. Donc, dans tous les cas, la question que vous devriez attendre, la réponse que vous devriez, à laquelle vous devriez vous attendre dans une question comme ça, c'est peut-être une question créative. Il faut essayer de donner une réponse, en tout cas, quand on a ces types de questions-là, et ne jamais répondre « je ne sais pas ». Voilà. Maintenant, pour ce qui est du déroulement de l'entrevue. Donc, une fois qu'on a bien planifié les questions, une fois qu'on a bien structuré ce qu'on a envie d'évaluer, il faut s'assurer de suivre un protocole professionnel pendant l'entrevue. La première chose à faire sera de lui offrir de l'eau, un crayon, du papier, de mettre le candidat à l'aise, donc d'être à l'écoute, d'observer aussi le candidat. L'entrevue, c'est surtout la chance que le candidat il a de lui se mettre en valeur. Donc, plus vous allez mettre les conditions favorables pour ce candidat, plus vous allez bien voir ce qu'il peut vous offrir. Donc, une bonne pratique aussi, c'est de se présenter d'abord, d'expliquer le déroulement de l'entrevue, d'expliquer aussi que vous allez prendre des notes et pourquoi on va les prendre. Il y a parfois aussi pendant les entrevues qu'on va demander au candidat de faire un test pratique. Donc, ça peut être un exercice Word, par exemple, un exercice de traduction. La seule chose, si vous décidez d'utiliser les tests pré-emploi, assurez-vous qu'ils sont directement en lien avec le travail. Et maintenant, toujours par rapport à l'éthique professionnelle, pendant l'entrevue, pensez à garder un moment où vous allez présenter votre entreprise et surtout que vous allez donner envie d'y travailler. N'oubliez pas que les gens, quand ils viennent en entrevue, ce n'est pas seulement pour un job, c'est pour eux aussi voir s'ils ont envie de travailler avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer de respecter le candidat, de le regarder dans les yeux, d'avoir l'offre en main, d'être préparé. Donc, d'être préparé va montrer que vous avez du respect pour cette personne-là. Maintenant, toujours au déroulement de l'entrevue, reformulation de questions. C'est intéressant aussi de prévoir pour les questions difficiles une façon différente de les poser. Juste pour être préparé si le candidat ne comprend pas bien votre question, donc d'avoir une alternative. Avant de terminer l'entrevue, invitez le candidat à poser ses questions, on en a parlé tout à l'heure. Laissez la chance au candidat de poser des questions, ça va vous donner des indices sur sa motivation. Donc, s'il est prêt, s'il a déjà de l'intérêt pour votre entreprise, ce serait intéressant de voir ce qu'il a à vous demander. Et aussi, ne soyez pas gênés par les silences. Ça fait partie des entrevues d'avoir des moments de silence. Donc, la personne qui prend un moment pour réfléchir avant de répondre est en train de vous montrer encore une maturité. Donc, si c'est en autant que ce ne soit pas 5 minutes de silence, je crois qu'il ne faut pas être gêné par ça. Donc, voilà. Maintenant, la prise de notes. Donc, pendant les entrevues, c'est une bonne pratique de noter les réponses, les comportements, les réactions. Par contre, faites attention, il ne faut pas interpréter les faits. Aussi, essayez de ne pas écrire de commentaires. La meilleure façon de prendre des notes, c'est de vous demander est-ce que le candidat pourrait les lire, ces notes-là? Est-ce que vous seriez à l'aise de les montrer au candidat? Donc ça peut être une bonne façon de voir si vous restez subjectif.
Ensuite, le plus vous prenez de notes, le plus après, vous allez avoir de matériel pour prendre une décision et pour faire votre évaluation. Un point sur la subjectivité. Donc, encore une fois, évitez les considérations subjectives, gardez un regard neutre et orienté sur les besoins à combler. Et faites bien attention aux premières impressions. Donc, ça peut être trompeur. La fatigue, si vous avez plusieurs entrevues qui se déroulent la même journée, que vous commencez à fatiguer, ça peut aussi influencer vos évaluations. Faites attention aux stéréotypes et l'effet de similarité. Donc, parfois, on a tendance de tout de suite avoir envie de choisir un candidat parce qu'on partage les mêmes intérêts. Donc, il faut aussi essayer de mettre ça de côté et se centrer sur les compétences requises pour la position, par exemple. C'est une bonne pratique aussi de planifier les rencontres de candidats la même journée ou sur 2 journées pour essayer de battre le fer quand il est chaud, d'avoir tout ça un peu là, de façon rapprochée pour mieux comparer. Et aussi utiliser la grille d'évaluation, respecter l'échelle de cotation. Donc, ce sont toutes des bonnes idées pour que vos entrevues se passent bien. Maintenant, l'évaluation des candidats après l'entrevue. D'abord, faire les évaluations à chaud, c'est la meilleure pratique que vous pourriez faire. Donc, ne pas attendre. C'est facile d'oublier. C'est facile de mélanger les candidats entre eux, surtout si vous en voyez beaucoup. Attribuer des notes individuelles. Donc, si vous avez créé un comité de sélection pour faire les entrevues, assurez-vous d'abord tout seul de faire vos évaluations pour ensuite les comparer en groupe. Donc, ça, c'est une bonne pratique aussi. Et dans votre comité de sélection, justement, pensez à diversité. Donc, plus les personnes de ce comité-là vont être différentes, plus ce sera des points de vue différents et moins vous avez de chance de faire tous la même erreur ou les mêmes erreurs. Voilà. Ensuite, lettre de remerciement et suivi. C'est une bonne idée à la fin de l'entrevue de donner votre carte d'affaires au candidat afin que de son côté, il puisse faire le suivi. On aime bien, en tant qu'employeur, recevoir une lettre de remerciement et ça permet 2 choses. Donc, de mesurer la motivation de l'employé potentiel, du candidat qui vient vous voir. Donc, s'il prend la peine de vous envoyer une lettre de remerciement, c'est déjà pour vous montrer qu'il a beaucoup apprécié l'entrevue. Et parfois aussi pour le candidat, ça lui permet de revenir sur des points qui ont été oubliés pendant l'entrevue par rapport à cause de la nervosité, par exemple. Donc, si on oublie quelque chose et qu'on a vraiment envie de le partager, on peut, à cette étape-ci, faire le suivi. Donc, voilà. Maintenant, les références. Il faut, de votre côté, vous assurer d'obtenir l'autorisation du candidat pour appeler ces références-là. Donc, le consentement pour la prise de référence doit être écrit, clair, précis, limité dans le temps. Ce n'est pas une mauvaise idée de vous créer un formulaire, donc à remplir et à signer par les candidats. Et il est bien aussi, encore une fois, de vous préparer à l'avance avant d'appeler une référence. Voilà quelques idées ici que vous pouvez utiliser pour ça. D'abord, vous pouvez demander à l'ancien employeur, l'ancien collègue de vous situer. Donc, depuis quand connaît-il le candidat? Dans quel contexte ils se sont rencontrés? Qu'ils ont travaillé ensemble? Le lien hiérarchique, les circonstances du départ, ça, ce sont de bonnes pistes. Ensuite, vous pouvez préparer des questions sur les compétences du candidat. Donc, dans quoi il réussissait le mieux ou le moins bien? Qu'est-ce qu'il a réalisé au cours de ses fonctions? Vous pourriez aussi demander des questions sur la personnalité du candidat, donc avec qui cette personne-là s'entendait bien, avec qui s'entendait moins bien. Ça, ce sont de bonnes idées aussi. Et puis, vous pouvez toujours conclure cet appel ou cet échange de courriel par rapport aux références en demandant si la personne a des choses à rajouter. Donc, si elle a des commentaires ou des réflexions à faire sur le candidat. Il y a une autre question qui m'a été amenée dernièrement et que j'avais trouvée assez intéressante. Donc, de poser à un ancien employeur
la question, est-ce que vous embaucheriez à nouveau ce candidat-là? Après, vous pouvez vous amuser. Maintenant, la sélection du candidat, un petit mot là-dessus. Assurez-vous que la décision qui est prise n'est pas discriminatoire, qu'elle respecte les lois fédérales, les lois provinciales et territoriales, de même que les politiques en matière d'embauche, qu'elle se fonde sur un bon jugement. C'est sûr et certain que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est facile de poursuivre un employeur qui n'aurait pas voulu qui ne vous aurait pas choisi en entrevue. Donc, il faut juste s'assurer de faire les choses bien, de ne pas poser de jugement discriminatoire lors de la sélection. Une bonne pratique aussi, c'est de téléphoner aux candidats, retenus ou non. Donc, d'abord, aux candidats retenus pour lui faire une proposition d'emploi. Peut-être attendre un peu avant d'appeler tous les autres et de leur dire qu'ils n'ont pas été pris. Parce que parfois, le candidat qui est retenu ne va pas nécessairement accepter tout de suite. Il va peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion. Donc, voilà. Et encore une fois, diversité dans une équipe. Quand vous sélectionnez le candidat, la prochaine personne à se joindre à votre équipe, pensez que si tout le monde possède les mêmes qualités et les mêmes défauts, c'est fort possible que si on est tous pareils, on fera tous les mêmes erreurs. Donc, c'est ce qui termine cette présentation d'aujourd'hui. Voilà, bon recrutement. J'espère que ça va se passer de bonne façon. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi via soit les questions à la fin ou par courriel, par téléphone. Et j'ai aussi, je vous propose aussi quelques ressources ici que j'ai utilisées moi pour faire mes recherches et que j'ai trouvées de bonne qualité. Donc, Monster, Œil du recruteur, Guichet emploi, LinkedIn, Glassdoor, HR, Console, that's you. Voilà. Merci beaucoup.